Vous connaissez les voitures Tesla? Oui, évidemment. Vous connaissez le patron de Tesla également, à savoir Elon Musk. Vous connaissez également les frasques d'Elon Musk depuis très longtemps. Et quant aux dernières, elles sont assez controversées, c'est le moins qu'on puisse dire. Dès lors, quand une marque ne repose que sur son fondateur, entre guillemets, car je rappelle que Musk n'a pas fondé Tesla, mais qu'il l'a tout simplement racheté, et bien quand une marque ne communique qu'à travers son égérie, parfois, lorsque cette dernière égérie a tendance à faire des frasques, il peut y avoir pas mal de dégâts. Voici un sujet ô combien polémique, ô combien passionnant, que nous avons abordé avec Jean-François Granat, l'homme du marketing et de la communication de l'industrie, et Olivier Simelière, ancien DIRCOM, journaliste de formation, et qui a fondé sa propre agence. Je peux vous le garantir, ces deux messieurs étaient absolument déchaînés. Et pour être tout à fait transparent avec vous, nous avons discuté, et évidemment vous l'avez compris, de Tesla et d'Elon Musk, mais aussi de Donald Trump. Bref, cet épisode que nous avons enregistré il y a quelques jours était extrêmement long, donc j'ai décidé de le scinder en plusieurs parties. Vous le comprendrez, nous parlerons à la fin, en teaser, de Monsieur Donald Trump, président des États-Unis. Et vous verrez que lui aussi, c'est une marque. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et croyez-moi, cet épisode vaut son pesant de cacahuètes. Je vous laisse l'écouter, et surtout, n'hésitez absolument pas à vous abonner au décodeur de la communication et à noter 5 étoiles sur Apple et Spotify. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, ils sont de retour, les bougres. En premier lieu, il nous vient de Lyon, le chef du gang des Lyonnais de la communication, monsieur Jean-François Granat, l'homme du marketing et de la communication de l'industrie. Salut Jean-François. Bonjour Laurent. Et comme d'habitude, monsieur Olivier Simelière, l'ami personnel de monsieur David de Body Minute, tant il y va. Salut Olivier. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Elon Musk, que je connais bien, que j'ai bien connu il y a quelques années. Bon, vous avez bien compris, Tesla se prend une énorme branlée côté vente. En Allemagne, en France, partout à travers le monde, il y a même des stickers ou aux États-Unis où vous avez des gens qui disent « J'ai acheté cette bagnole avant qu'Elon ne devienne taré ». Qu'est-ce qui se passe du côté de Tesla? Jean-François, on te laisse commencer parce qu'il, contrairement à toi Olivier, contrairement à moi, Jean-François a pris des notes, félicitations, c'était ça, Train Italia, on a le temps de travailler dedans. Qu'est-ce qui se passe avec Tesla? Qu'est passe ça? Il y a une énorme chute des ventes, chute des ventes surtout en Europe, mais pas qu'en Europe, aux US aussi. Et ça fait suite aux prises de position d'Elon Musk en termes de politique. Vous savez qu'il est maintenant un des proches conseillers de Donald Trump. Et donc, plus ces gestes un petit peu aussi, un petit peu fascistes, on va dire ça comme ça. Tu veux dire latéraux? Ouais, un peu, voilà. À la Bryce de Nice. Voilà. Bryce de Nice, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc cette image en fait qu'il donne aujourd'hui a un impact énorme sur les ventes et c'est d'autant plus important qu'il est aujourd'hui l'égérie, on va dire, de Tesla. Et c'est d'autant plus important, enfin ces chutes de ventes sont d'autant plus importantes qu'il est un peu la seule égérie et le seul moyen de communication de Tesla. C'est ça surtout qui est dangereux pour la marque Tesla, c'est que tout est basé sur la communication de Musk. D'autant plus qu'aux US, par exemple, les ventes de Tesla, je crois que c'est à peu près 50%, sont faites plutôt à des gens démocrates que des gens républicains. Et les ventes de Tesla, elles sont plutôt des ventes qui sont faites dans ville, beaucoup moins dans les campagnes. Et les démocrates sont plutôt en ville et les républicains sont plutôt à la campagne. Donc ils perdent le marché aux US des démocrates qui n'ont plus du tout envie d'aller soutenir Musk et Tesla et Trump. Les républicains, eux, ils sont plutôt dans la campagne et les Tesla, ça ne correspond pas trop à leurs besoins et à leur mode de fonctionnement. Ils sont plutôt Cybertruck, mais justement, le gouvernement de Trump fait passer quelques lois justement pour réduire les stations de recharge. Donc ça ne va pas s'améliorer pour notre ami Tesla et notre ami Musk. Bon, en même temps, il peut envoyer des gens sur Mars d'ici 2026, c'est ce qu'il a dit. Donc finalement, sur Terre, il n'en a pas grand-chose à faire. Il a déjà mis une Tesla dans l'espace. Ah, alors je ne savais pas. Une belle Tesla dans l'espace qui, en termes d'environnement, et c'est un truc fabuleux d'avoir une Tesla qui tourne en orbite autour de la Terre. Est-ce que la Tesla qui tourne en orbite est celle qu'a acheté M. Trump, le président Trump? Est-ce que M. Trump est parti sur Mars, ou en tout cas en orbite, histoire qu'on puisse s'en débarrasser une bonne fois pour toutes? D'une certaine manière, il est en orbite depuis longtemps et il tourne toujours autour de la même chose.
Ça, c'est clair. Non, la semaine dernière, en effet, Donald Trump, pour soutenir Elon Musk, a acheté une Tesla avec un grand renfort de communication. Et une Tesla, je crois qu'il a donné à sa petite fille. Voilà. Donc, et un très beau modèle. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le même jour, il signait des décrets qui réduisaient justement l'installation de bornes électriques et réduisaient les avantages liés à la voiture électrique. Donc c'est un peu schizophrène comme mode de fonctionnement. En termes de communication, je pense qu'on aurait pu faire mieux. C'est le piège en fait de baser une marque sur la personnalité, que ce soit un homme ou une femme, quand cette personnalité se met à prendre des positions extrêmes ou à avoir un comportement blâmable. Et dans le cas de Musk, en effet, comme tu dis, il n'a jamais fait de communication au sens classique du terme, c'est-à-dire pas de publicité, pas de relations presse non plus. Il avait supprimé il y a plusieurs années le département relations presse qui existait au tout début. Il a estimé qu'il pouvait se passer totalement des articles de presse, et quand il y avait des demandes de presse, d'ailleurs, les journalistes avaient la surprise de recevoir en retour un emoji avec le petit caca. Et c'est pas une légende, hein. Plein de journalistes l'ont, voilà, et c'était une manière de signifier j'en ai rien à faire de ce que vous racontez sur moi. Ce qui compte, c'est mon storytelling à travers notamment des shows un peu à la Steve Jobs, au pont de la Silicon Valley, qui se mettent en scène et qui valorisent leurs produits. Et puis en s'appuyant sur une communauté de fans comme l'Apple Mania, des gens qui vont être vraiment dingues de Tesla. Et effectivement, Tesla, au début, c'était une double promesse. D'abord, un côté disruption technologique. C'est une voiture qui embarquait un ordinateur. Bien avant que l'on voit ça maintenant dans quasiment toutes les voitures, il y avait un côté vraiment un peu high-tech. Et le deuxième, et c'est ce qui fait que les démocrates, d'ailleurs, aimaient plutôt bien cette voiture, cette marque, c'est que c'était la contribution à l'environnement, pas d'émissions de CO2, c'est une voiture électrique. Donc, il y avait un côté, on signifiait notre engagement. Et là, aujourd'hui, il est en train de perdre tous les bénéfices. On a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a les chanteuses Joan Baez et Sheryl Crow qui se sont filmées sur Instagram en train de dire adieu à leur Tesla qui montait sur un camion plateau et qui partait soit à la benne, soit au garage. Mais en tout cas, tout le monde veut revendre ses voitures aujourd'hui. Et hier, j'ai écouté un reportage sur France Info, je crois, qui expliquait que sur le Bon Coin, les annonces maintenant fleurissent sur les Tesla et que la revente d'une Tesla a perdu environ 3 000 € par rapport au prix qui était pratiqué avant, il y a encore quelques mois. Donc, on voit vraiment les impacts d'Elon Musk sur la marque Tesla. C'est assez intéressant ce que vous venez de dire là. Bon, Musk et ses frasques, à la limite, c'est pas plus mal qu'il paye, finalement. Parce que les petits saluts nazis sous prétexte qu'il serait autiste, blablabla, bon, ça suffit. Hein, on va arrêter de se cacher derrière son petit bras tendu sur très à droite. 2, tu te disais, Olivier, il y a une décote de 3000 balles à peu près sur une Tesla en quelques mois. Finalement, c'est depuis son arrivée dans les valises de Donald Trump fin janvier officiellement. Mais ce que je trouve intéressant dans l'histoire, au-delà du personnage Musk qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai jamais été fan pour dessous du bonhomme, très honnêtement. Mais c'est un magnifique empire, c'est le mec le plus riche du monde, je crois, si je dis pas de bêtises. Bravo à lui pour un petit Sud-Africain. Parce que je rappelle qu'il est Sudaf, il n'est pas américain, donc il ne sera jamais, Dieu merci, président. Et Donald Trump s'est empressé de le préciser d'ailleurs avant même d'entrer à la Maison-Blanche, parce que certains voyaient déjà le futur président des États-Unis en la personne de Musk. Exactement. Et alors, Elon Musk a connu, je crois qu'il a mon âge, il doit être de 71 ou 72, il a connu la ségrégation, l'apartheid, voilà, c'était le terme que je cherchais. Je ne sais pas si ce côté droitard lui est resté plus de 30 ans après la fin de l'apartheid. Bon, bref, c'est ainsi. Mais ce que je trouve intéressant, au-delà du bonhomme, c'est qu'il a réussi à faire une communauté sans faire de communication, mis à part les fameux grands shows à l'américaine de Steve Jobs, etc., et avec une vraie communauté. Comment est-ce que, Jean-François, toi, tu analyses ça, et je te passe la main après, évidemment, Olivier? Je pense qu'il a énormément centré la communication sur lui-même. Il y a plein de gens qui sont aujourd'hui persuadés qu'il est l'inventeur de Tesla, alors qu'en fait, pas du tout. Ça a été créé par 2 ingénieurs américains qui ont créé cette entreprise avec l'objectif au départ de se dire on peut faire une voiture électrique qui soit aussi bonne qu'une voiture thermique. Et donc, ils sont partis au départ ils prenaient des Lotus Elise, voiture anglaise, dans lequel ils achetaient des voitures sans les moteurs et ils mettaient la technologie électrique à l'intérieur. Ils n'en ont pas vendu beaucoup, ils en ont vendu un peu moins de 3000 en 4 ans. Et quand ils ont eu besoin de financement, Elon Musk a mis de l'argent à titre personnel dans l'entreprise. Et puis, à force d'avoir mis beaucoup d'argent, il est rentré au conseil d'administration. Et puis, il a évincé les deux fondateurs. Et il s'est complètement accaparé la communication de l'entreprise.
laissant croire qu'il était le fondateur de l'entreprise. Et il n'était en fait que le PDG. Ils ont épuisé, je crois, 4 ou 5 PDG avant que Musk reprenne le flambeau. Et toute la communication était basée sur lui. Mais il n'y a jamais eu de volonté de développer une communication sur le produit, sur la marque, sur ce qu'offrait sur une promesse quelconque. C'était simplement, on vend des voitures électriques. Les valeurs de ce que rappelait Olivier tout à l'heure, les valeurs de Tesla, c'est innovation, luxe minimaliste et environnement. Donc je suis pas sûr que l'environnement soit très respecté quand on voit une Tesla tourner dans l'atmosphère. Mais c'était les valeurs de Tesla. Et aujourd'hui, les valeurs de Tesla et la communication de Tesla, c'est Elon Musk, point barre. Il n'y a rien d'autre que ça. Quelques éléments sur les réseaux sociaux, sur X notamment. Enfin, on se demande pourquoi. Mais il n'y a que ça. Et c'est ça le danger aujourd'hui quand le patron, pète les plombs et qu'il est le seul vecteur de communication. Et ça devient complètement dangereux pour la marque. Ce qui n'était pas le cas pour Apple, mais on pourra peut-être en parler après. Oui, Tesla, effectivement, aujourd'hui, un des premiers motifs de revente d'une Tesla, sinon le premier d'ailleurs aujourd'hui, mais c'était déjà latent dans les années précédentes, c'est qu'on revend la voiture parce que c'est Elon Musk avec des positions de plus en plus extrêmes et qui alors aujourd'hui il s'est totalement lâché, mais déjà bien avant son salut latéral, comme tu dis, il avait quand même remis sur X, donc ex-Twitter, tout un tas de profils qui avaient été bannis et c'était pas des profils innocents, c'était des suprémacistes, des extrémistes, des homophobes, enfin toute la poubelle qu'on pouvait avoir est revenue à retrouver son compte. Et ça c'est le virage qu'a pris Musk. Donc à partir de là, et comme il n'y a pas en plus de communication en tant que telle au niveau de Tesla, comment il n'y a pas de département com, donc comment voulez-vous amortir la crise ? Vous laissez la place à tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et là aujourd'hui, la marque est en train de effectivement reculer très fort en termes de vente. En Allemagne, c'est moins 70%. C'est énorme. Et la France suit derrière avec un peu moins 62%. Alors il y a aussi des effets conjoncturels qu'il faut quand même signaler, qui accélèrent, je pense, justement la décadence de cette marque. C'est le fait que les primes justement pour la conversion et passage à la voiture électrique, il y en a de moins en moins, voire il y en a plus dans les pays. Et puis la deuxième chose, c'est la concurrence chinoise qui est arrivée, qui propose des modèles beaucoup mieux équipés pour des prix nettement moins élevés qu'une Tesla. Et en plus, quand on monte dans une Tesla, ça arrive souvent que je monte dans une Tesla, parce que chez Uber, par exemple, il y a beaucoup de chauffeurs qui ont des Tesla. Je suis scandalisé, il n'y a pas d'autre mot, par la qualité déplorable des plastiques. On a l'impression de retrouver les Fiat des années 80 qui avaient des plastiques qui devenaient tout pourris au bout de 2 ans. Les sièges simili-cuir, c'est du pauvre Sky qui fait honte. Donc si c'est ça le luxe minimaliste, moi je préfère effectivement, alors pas acheter une voiture chinoise parce que l'industrie chinoise est en train automobile est en train de tuer l'industrie européenne, mais d'acheter des voitures européennes qui elles-mêmes ont très bien embrayé sur l'électrique. Regardez les Allemandes, notamment Mercedes ou BMW. Franchement, le niveau de qualité est là, les performances sont là. Les prix aussi sont là, mais Tesla n'est plus la seule. Là où il y a 10-15 ans, effectivement, Tesla, c'était un peu un électron libre, si j'ose dire, puisqu'il n'y avait pas de proposition aussi aboutie pour des voitures électriques. Ouais, pour revenir sur la communication de Tesla, ça a plutôt très bien fonctionné au début, dès que Elon Musk a, comme tu disais, fait les grands shows à l'américaine, et ça a plutôt bien pris. Il était vraiment l'icône de la marque. Ce qui fait que la fidélité, c'est une des marques qui avait le plus gros taux de fidélité. C'était, je crois, 87% de gens qui étaient fidèles à la marque. Ça va changer, visiblement. Mais là où on voit que tout passait par Elon Musk, c'est que sur X, je crois que c'est 75% des mentions de Tesla étaient liées à une intervention d'Elon Musk. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de mention de Tesla en dehors des interventions d'Elon Musk. Donc tout passait par lui. Et c'est vrai que derrière, pendant longtemps, la qualité du produit était pas vraiment là. Beaucoup de gens qui se plaignaient de la qualité du produit. Il semble qu'ils aient un peu rectifié le coup avec leur dernier véhicule là, qu'ils ont présenté. Mais voilà, après, il y a un autre phénomène que je crois qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'ils commencent à avoir un plan produit qui est vieux. Leur véhicule commence à être ancien, ils commencent à renouveler leur véhicule.
Mais comme tu le disais, les autres constructeurs n'ont pas attendu pour aussi sortir des véhicules qui sont aujourd'hui largement au niveau de Tesla, que ce soit, comme tu le disais, les Allemands, les Coréens et quelques Français. Et puis surtout les Chinois qui ont aussi une belle avance là-dessus. Des gens comme BYD, par exemple, qui font un très très beau travail. BYD, MG, c'est ceux qu'on voit le plus aujourd'hui sur les routes françaises, par exemple. Kia, Hyundai, qui ont aussi des véhicules aujourd'hui électriques et quasiment tous les fabricants aujourd'hui ont une offre électrique qui est largement au niveau de celle de Tesla. Mais même Renault qui en a profité pour relancer par exemple la mythique R5, ce fut ma première voiture, moi, donc ça me parle. Et j'en vois maintenant, là, elles sont, en plus je trouve les courbes sont bien sûr modernes mais fidèles à ce qu'était la Renault 5 au début, et ils ont choisi le tout électrique pour relancer cette voiture. Donc on voit bien que Tesla, entre-temps, certes, a sorti des nouveaux modèles, les Y, les Z, les W, je sais plus comment. D'ailleurs, on a du mal à les identifier parce que globalement, elles se ressemblent quasiment toutes. Il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre, mais enfin, grosso modo, en termes de différenciation, de segmentation, il faut vraiment être fan de Tesla pour voir les différences, parce que c'est à peu près toujours la même calandre, toujours les mêmes optiques. Il n'y a pas un gros effort de design. Ça n'a jamais été de toute façon un grand point fort des Américains, hormis quelques voitures mythiques type la Corvette par exemple, ou la Chevrolet. Bon, Cadillac quand même. Cadillac, oui, mais bon, par rapport à ce qui se fait aux voitures allemandes, italiennes, françaises et même japonaises, bon, je trouve pas que c'est le point fort des Américains. Et les Tesla aujourd'hui, elles sont en train de devenir, de s'invisibiliser sur le marché, parce qu'elles n'ont plus cette avance qu'elles avaient, et qui était vraiment, en effet, quand on achetait une Tesla, c'était un statut aussi qu'on avait. Aux États-Unis, pour des raisons plus politiques. En France, c'était, je suis à la pointe de la tech. Il y avait un côté, d'ailleurs, acheter une voiture, en règle générale, il y a des études sociologiques qui l'ont bien montré. C'est une manière d'afficher un certain statut, une certaine place dans la société. Et Tesla, quand c'est arrivé en France, ceux qui avaient les premières Tesla, c'était une sorte des geeks à l'avancée de la technologie, à la pointe de la technologie. Tout ça, c'est en train de s'effriter, de s'estomper. Et en très grande partie, même si on a évoqué d'autres facteurs évidemment conjoncturels, c'est l'œuvre, si j'ose dire, de Elon Musk, avec ses prises de position, et qui ne cesseront pas. Moi, je vois pas comment Tesla pourra s'en sortir à terme. Oui, Tesla était précurseur dans le domaine de la voiture électrique. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et normalement, quand on est précurseur, on a un gros travail d'évangélisation à faire. C'est ce que doit faire la communication d'un précurseur, c'est expliquer ce qu'avait très bien su faire par le passé, par exemple, Compaq, dans le domaine de l'informatique, où ils avaient évangélisé un peu sur l'ordinateur portable, etc. Le seul souci, c'est que Tesla, aujourd'hui, il a fait ce travail d'évangélisation, mais que en passant par Musk, que en étant sur le côté innovation. Et les autres constructeurs qui arrivent, eux, ils font de la communication. Et eux, ils font de la pub. Eux, ils font de la communication, ils ont des showrooms, beaucoup plus que Tesla. Ils ont des produits qui mettent en avant, qu'on retrouve dans les magazines automobiles ou à la télévision. Et ils font un vrai travail de communication. Et en fait, j'allais dire, le peu de travail de communication qu'a fait Tesla, c'est un peu les concurrents qui sont en train de le récupérer aujourd'hui, où les gens se posent moins de questions sur l'autonomie d'une voiture électrique, est-ce que c'est fiable, pas fiable, etc. Et donc Tesla a fait un gros travail au début en lançant ses produits, un travail d'évangélisation, même si pour moi ça a été mal fait parce que ça reposait que sur Musk, mais aujourd'hui ce sont les autres qui en profitent. Et il y a aussi les fameuses communautés de fans qui, en effet, ont contribué aussi à, évangéliser, en tout cas faire la promo de cette marque. Mais aujourd'hui, ces fans, ils sont esseulés, plus personne vraiment les entend, donc ça tourne en rond, pour les mêmes raisons. Et donc Tesla est une marque qui est en grand danger. Et j'en vois une deuxième, alors même si elle est beaucoup moins grand public, mais qui risque aussi de morfler, c'est SpaceX, parce que ça a été la même histoire au départ. Musk a racheté SpaceX. Au départ, c'est un colonel de l'armée américaine, je crois, qui travaillait justement sur des questions spatiales, et le fameux rêve de Musk d'aller sur Mars, lui, il travaille justement sur des propulseurs pour aller sur Mars. C'était la même histoire. Il a participé à des levées de fonds, et puis progressivement, il a évincé le créateur. C'est lui qui s'en est emparé. Son succès, là, il repose, alors grâce aussi à la gloire qu'il a accumulée derrière, grâce à Tesla, sur des financements publics plus que conséquents. La NASA en sait quelque chose.
Alors là où peut-être il peut s'en sortir, c'est pas tant en termes de marque, mais c'est en termes de financement pur, puisqu'il maintenant il est à la tête de cette fameuse structure qui rabote tous les budgets. Bon bah il suffit d'un clic pour lui que d'allouer un budget qui était précédemment attribué à Boeing ou d'autres, bah de le flécher vers SpaceX. Mais les marques, en tout cas, qu'il a créées, qu'il a contribué à faire connaître, deviennent de moins en moins appréciées parce qu'elles sont tellement éminemment imbriquées, associées à l'image et aux valeurs que véhicule Musk, que franchement, on n'a pas, alors, sauf si on est militant et on y croit, mais sinon, on n'a pas du tout envie d'être associé à ça. Alors juste avant que tu ne prennes la parole, Jean-François, je rappelle que lorsque Musk a racheté Twitter, donc devenu X aujourd'hui, il y a un journaliste, je ne sais plus qui lui dit « Mais votre réseau social racheté, là, devient un endroit, un ramassis de racistes, d'extrémistes de tout poil. » Et il dit « Est-ce que ça n'a pas potentiellement un souci, est-ce qu'il n'y a pas potentiellement un souci avec la pub, tout simplement, avec tout simplement le business que vous allez générer, puisque je le rappelle, les Américains disent des médias sociaux et non pas des réseaux sociaux. Hein, donc des médias, c'est du contenu et puis c'est aussi de la pub. » Et il y a une très très belle réponse d'Elon Musk qui dit « I don't give a shit ». Je m'en contrefous. Oui. Et il dit « Si Coca-Cola ne veut plus m'acheter d'espace publicitaire sur X, je m'en fous ». Oui, il a quand même tenté de faire un procès à Apple et à d'autres marques parce qu'elles faisaient plus de pub sur Twitter. Il les menace, et puis pas que quelques marques. Il a menacé quasiment tous les gros annonceurs parce que, effectivement, les annonceurs, quand ils ont entendu ça, et surtout quand ils ont vu ce que devenait Twitter, X, ils ont de plus en plus stoppé les campagnes publicitaires. Pour certains, c'était définitif. Pour d'autres, c'était un coup pour voir comment ça allait s'orienter. Mais résultat, et même s'il a viré quasiment 2/3 des effectifs de la boîte, c'est quand même la pub qui faisait tourner malgré tout la plateforme. Aujourd'hui, il se retrouve à l'os. Et le I don't give a shit, aujourd'hui, il en est à tenter de traîner et de menacer les grands annonceurs pour qu'ils reviennent sur X. Mais c'est la même histoire qu'avec Tesla. Qui veut aller s'associer en tant que marque sur un réseau où tu te fais pourrir en permanence, où il y a plus de modération, il y a des fake news à tire-larigot. Pour une marque, pour un annonceur, ça n'a aucun intérêt d'être dans un merdier pareil. Ouais, et dans le give a shit, il y a aussi une autre expression en anglais qui dit « The shit just hit the fan ». La merde vient juste de toucher le ventilateur. Et là, je pense qu'on n'en est pas très loin. L'image c'est très imagé. Mais à l'image des emojis caca qu'il envoie aux journalistes. Donc voilà. Pour revenir sur Tesla, et enfin sur Musk aussi, il y a quand même un mouvement parmi les administrateurs de Tesla qui demandent le départ de Musk en tant que patron et en tant qu'administrateur de l'entreprise. Ça sera peut-être un moyen pour eux de s'en sortir. On verra. Ça sera peut-être aussi un moyen pour Musk, de faire son mea culpa et essayer de prendre un peu de recul. Steve Jobs avait dit que la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie, ça avait été d'être viré de chez Apple. Parce que du coup, ça l'avait obligé à reprendre un peu d'humilité et à redescendre sur Terre. Donc, ça sera peut-être un peu ce qui va se passer. Ouais, il était reparti en lévitation vers la fin. Vers la fin, un petit peu. Mais voilà, peut-être que c'est une des façons peut-être pour Tesla de s'en sortir. En tout cas, ils travaillent sur leur plan produit, ce qui est plutôt pas mal. Et puis derrière, il faudra peut-être qu'ils retravaillent aussi sur un axe de communication qui soit différent de celui qui était pris par Elon Musk. Ça va être très compliqué parce que tu évoquais les membres du conseil d'administration de Tesla qui poussent effectivement pour que Musk prenne de la distance, on va dire. Mais dans le même temps, il y en a quelques-uns qui ont vendu un paquet d'actions, dont le frère d'Elon Musk qui a vendu et qui a touché au passage, il a vendu à peu près bon moment. Il les avait achetés pas cher et il a touché 77 millions de dollars, je crois. Donc, c'est bien le signe qu'il y a une forme de grosse défiance dans la capacité de Tesla en tant que gouvernance à se remettre sur les roues, quoi, là, parce que pour l'instant, ils sont sur le toit, là, ils ont fait un tonneau. Et Musk, je ne le vois absolument pas prendre du recul. C'est vraiment pas le genre. Enfin, on voit comment il se comporte. C'est au contraire, il fait un peu comme les sales gosses à qui on dit d'arrêter de faire une bêtise. Il va en refaire 2 fois plus, histoire de provoquer, parce que il a toujours été comme ça, bien avant les polémiques politiques. Faut pas oublier, par exemple, la fameuse émission de radio qu'il avait faite, qui était une émission filmée, où en direct, il fumait un pétard tout en répondant aux journalistes qui l'interviewaient. C'est un type qui a toujours aimé jouer le troublion,
qui a aussi forgé sa légende sur le fait que parce qu'il était Asperger, il était traité différemment à l'école et qu'il avait été harcelé. Bon, le père d'Elon Musk a démenti la légende, mais n'empêche, il s'est quand même construit sur « je suis différent des autres » et c'est ce qui fait ma force aussi. Bon, donc moi je le vois pas du tout faire un mea culpa, mais alors absolument pas. Il y a même une lettre qui a été envoyée par Tesla au gouvernement Trump dénonçant les tarifs douaniers qui allaient se mettre en place parce que ça allait avoir un impact sur le prix des véhicules. Ce qui est assez marrant, c'est que la lettre, elle est signée par personne. Donc la lettre ne vient pas d'Elon Musk, elle vient bien de l'entreprise Tesla, mais elle est signée par personne. Donc on voit qu'il y a quand même une petite contestation qui se met en place, qui du coup brouille aussi la communication, parce qu'on ne sait plus trop si c'est Tesla qui communique. Là, pour le coup, c'est Tesla qui communique, mais visiblement, c'est pas signé par Trump, par Musk non plus, donc du coup, c'est un peu confusant. Je ne sais pas trop comment ils vont se sortir de ça, mais... Ah, globalement, ça a quand même grincé des dents dans la Silicon Valley, parce que les valos boursières de Amazon, de Microsoft, enfin de tout ce qui supportait Trump pendant sa campagne, ça a chuté, ça a sacrément dévissé. C'est Tesla qui a pris le plus cher d'ailleurs, parce que ils ont dévissé vraiment très bas. Et je pense que des Bezos, des Zuckerberg, etc., même s'ils ont fait allégeance, même s'ils ont donné des très gros chèques, etc., vont œuvrer alors plutôt en coulisses parce que c'est plutôt leur manière. Ils sont pas dans le genre Musk où je fais des déclarations fracassantes sur Twitter, mais on vont œuvrer pour que les tarifs douaniers, notamment, soient un petit peu revus et corrigés parce que c'est un vrai handicap pour leur business qui est fondé. Les marchés américains, canadiens et mexicains sont totalement imbriqués et dépendants les uns des autres. Donc monter les tarifs douaniers, c'est une chose, mais c'est se tirer une balle dans le pied aussi. Et ça, tous les entrepreneurs américains le savent. Justement, c'est toujours pareil. Et c'est un peu ça aussi qui montre. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on parle après de Donald Trump, de sa communication. Parce que voici une marque, une vraie marque, Donald Trump. Voici un homme qui dirige une partie du monde. Mais j'aimerais bien qu'on en parle si vous en êtes d'accord. Jean-François, ça te va ? Oui. Moi, j'ai en plus eu l'occasion de faire une émission il y a 2 mois sur la marque Trump. Ah bah alors félicitations. Mais alors justement, toutes ces histoires de... Allez, on est en train de rentrer dans un monde où c'est celui qui est la plus grosse, celui qui parle le plus fort. Regardez notre président qui est en train de nous parler. On a limite la guerre à la porte Maillot, à Paris. Non mais il faut arrêter de se toucher. Hein, on va lancer un grand emprunt comme... Non mais je trouve ça d'une stupidité effarante. Après, la réalité du sport, c'est qu'en effet, Poutine, lui aussi, de l'autre côté, il nous fait revivre ce qui s'est passé il y a quelques années, avec la guerre froide. C'est un bel exemple de positionnement marketing, ce que tu viens de nous dire. C'est entre les États-Unis, l'Europe et la Russie, chacun se positionne différemment, et en espérant qu'à la fin, tirer les marrons du feu. Mais c'est un bel exemple de positionnement marketing. Ah ben c'est communication derrière. Mais on est bien d'accord, nous sommes des marques leaders. D'un côté l'URSS, vous avez la honte, la Russie. De l'autre côté nous les États-Unis, les Chinois qu'on n'entend pas trop, en tout cas politiquement parlant, j'entends. Mais c'est bien que tu dises l'URSS parce que je crois que le rêve de Poutine, c'est de recréer l'URSS. L'Union des républiques soviétiques socialistes. L'URSS, lui, c'est la grande Russie. Donc c'est ces frontières-là qu'il considère. Ah bah alors dans ces cas-là, Strasbourg, c'est la grande Russie. Non, je plaisante évidemment. Je dirais à nos amis strasbourgeois qui nous écoutent. Mais justement, on a ce côté un peu européen, un peu couille-molle, pardonnez-moi, qui fait toujours la même chose, qui fait de la paperasse, de l'administratif. Les Chinois qui copient, les Américains qui inventent, et nous les Français et nous les Européens, on fait de la paperasse. Je trouve ça assez intéressant que justement un type comme Musk, d'une certaine manière, et son grand patron et son grand ami Donald Trump, disent maintenant on va taper dans la fourmilière. C'est un peu facile quand on a de l'argent, mais justement, qu'est-ce que vous pensez de la communication de Trump ? Je fais juste un aparté, après je vous laisse la parole. Donald Trump, il y a 40 ans, dans les années 80, est quasi en banqueroute. Voilà, vous l'avez compris. La prochaine étape sera de discuter de Donald Trump, le grand copain d'Elon Musk, et vous verrez que Monsieur Trump a toujours été une marque. À très très vite pour en savoir plus.